bienvenue à ce rendez-vous avenue.ca. Ce soir, en mots et en musique, avec François Dompierre. Nous diffusons en direct du Montréal Cowork sur la rue Saint-Denis à Montréal. Alors, je suis Françoise Genet, directrice de avenue.ca, et nous recevons ce soir, j'ai eu un petit blanc, les joies du direct, nous recevons ce soir nul autre que François Dompierre. François Dompierre qui signe une biographie chez les éditions La Presse, Amour, délices et orgue. Alors, avenue.ca, vous l'avez vu en ouverture, c'est un magazine web avec pas de recettes, pas de mode, pas de beauté, mais plein de chroniques pertinentes sur toutes sortes de sujets. Et vous ne le savez peut-être pas, c'est une initiative du réseau FADOC qui, avec ses 500 000 membres et plus, est la plus grande organisation pour les 50 ans et plus au Canada. Avenue.ca, c'est aussi les rendez-vous avenue.ca ou des soirées qu'on souhaite intéressantes et ludiques autour du voyage, de la dégustation, de l'inspiration ou comme ce soir, de la culture. Alors, depuis notre lancement, nous avons tenu 38, en fait, c'est le 38e rendez-vous, 30 en présence et on en est au virtuel pour le 8e encore. Alors, on va parler du déroulement de cette soirée. C'est, comme je le disais, un rendez-vous très sélect puisqu'on s'offre François Dompierre, qui va, vous allez voir, a une vie multiple. Moi, j'ai lu son livre et je peux dire que je l'ai vraiment lu. Alors, le livre fait 350 pages. Je pense que j'ai 200 post-it. Il n'y a rien, il n'y a pas de page où on ne parle pas de quelque chose d'intéressant. C'est à dévorer. On va en parler avec notre invité. Je vous parle du déroulement de la soirée. Alors, donc, une entrevue avec lui ou avec quelques extraits musicaux et cette primeur, une belle pièce qu'il nous offre, une pièce inédite qu'on écoutera au cours de la soirée. Pendant l'entrevue, je vais me permettre une petite pause de 2-3 minutes, le temps de faire des tirages. Nous allons faire tirer ce soir, gracieuseté des éditions La Presse, 5 exemplaires de la biographie qui se lit comme un roman, je vous le dis. Alors, 2 à la pause et 3 à la fin de l'entrevue. Pour participer à notre tirage, vous devez absolument, afin que le système automatisé vous repère, aller mettre un petit commentaire sur le fil de discussion du rendez-vous sur la page Facebook. Alors voilà. Donc, si vous gagnez, évidemment, vous devrez nous envoyer vos coordonnées via Messenger sur notre page pour qu'on puisse vous faire parvenir votre livre. Alors, sans plus tarder, je fais un peu plus vite que d'habitude. C'est pour ça que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux d'ailleurs, parce qu'on a un gros programme et je veux laisser tout le temps à notre invité de nous raconter toutes sortes de choses très intéressantes. Mais justement, pour lancer cette soirée, on va commencer par faire un tour d'horizon de ce parcours exceptionnel. Originaire d'Ottawa, où il est né en 1943, François Dompierre développe sa passion pour la musique dès l'âge de 4 ans. Jeune enfant, il est fasciné par les grandes orgues. Diplômé du Conservatoire de musique, c'est plutôt l'improvisation, les envolées du jazz et la composition qui attirent le jeune artiste. À ceux qui le qualifient de musicien, il répond qu'il est compositeur. Au cours de sa carrière, il compose plus de 200 chansons. L'un de ses titres, L'âme à la tendresse, est intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Outre ses compositions, François Dompierre signe les orchestrations, arrangements et directions musicales de spectacles et d'albums des plus grands noms de la scène québécoise, dont Monique Lérac, Pierre Calvé, René Claude, Claude Gauthier, nombreux autres, et notamment Félix Leclerc. S'il est homme de musique, François Dompierre est fasciné par l'univers théâtral et cinématographique. Il écrit avec Michel Tremblay Demain matin, Montréal matin. Il fait ses débuts au cinéma avec Jacques Godbout pour le film X13. La musique de film, ou la musique pour l'image, comme il la nomme, sera d'ailleurs sa carte de visite, avec plus de 60 trames sonores de films et d'émissions de télé à son actif. Il a collaboré avec les plus grands noms du métier, dont Denis Arcand pour la musique du film du déclin de l'Empire américain. Il aurait même, dit-on, servi de modèle pour le personnage de Rémi, mais c'est une rumeur, paraît-il. À titre de compositeur, il compte à sa feuille de route des concertos, sonates et autres. Au total, plus d'une vingtaine d'œuvres jouées en concert. Il a collaboré avec les plus grands noms, dont Charles Dutoit, Ken Nagano et Angèle Dubois. Compositeur et chef d'orchestre, il a même dirigé à l'Opéra de Paris. François Dompierre a reçu de nombreux honneurs et félix. Il est notamment chevalier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada.
Père de 4 enfants issus de 2 unions, c'est aussi un grand voyageur, un grand randonneur, avec plus de 500 kilomètres au compteur chaque année. Il est aussi réputé pour être un épicurien et c'est, paraît-il, un excellent cuisinier. Pour le plus grand bonheur des mélomanes, il animera pendant 12 ans les détours de Dompierre sur les ondes d'Ici Musique à Radio-Canada. Il est aussi l'auteur de 4 livres, dont une biographie de Monique Lérac parue en 2019 aux éditions La Presse, où il vient de publier son autobiographie. Alors, je suis très heureuse de le recevoir ce soir. Mesdames et messieurs, François Dompierre, Bonsoir, Françoise. bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Très Très bien. contente de vous recevoir. Moi aussi. Merci d'avoir Oui, on va avoir du accepté. fun. Oui, on va avoir du plaisir. Je Ah pense oui? que oui, tout à fait. Vous êtes un jouisseur, vous, hein? Ah oui, moi j'aime bien les bonnes et belles choses. Alors, J'ai lu profite. ça, oui. Oui. Alors, comme je disais avant qu'on commence, vous me devez un bloc de post-it. J'ai Oui. rarement vu un livre aussi dense. Il n'y a vraiment pas de page où il ne se passe pas quelque chose d'intéressant ou d'important. Je dis toujours, c'est pas que ma vie soit si intéressante que ça, c'est qu'elle est longue. Je suis un vieux. Ben, il y en a qui vivent longtemps, mais qui n'auraient pas cette densité-là, disons-le. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez mignon parce que d'entrée de jeu, la première phrase de votre livre, c'est « Parler de soi est déplorable ». Oui. Pas mal pour une autobiographie de 359 pages. Oui, Qu'est-ce mais que vous vouliez dire, ben, en fait, en fait, vous? c'est que j'ai décidé de ne pas nécessairement parler de moi ou alors de façon systématique parler de moi. J'ai décidé de raconter ma vie, mais à travers la vie des personnes que j'ai côtoyées et qui ont fait ce que je suis devenu. Parce que je ne crois pas que la vie d'un individu, que ce soit moi ou que ce soit d'autres, en général, est intéressante, à moins qu'on soit un pape, un chef d'État ou ben donc, un baron de la drogue. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant à une vie d'artiste. Mais les gens qu'on côtoie et qui nous amènent à vivre toutes sortes d'aventures font en sorte qu'on a notre vie devient intéressante. Et j'ai rencontré des gens assez remarquables pour que ma vie devienne intéressante à cause de ces gens-là, je peux En dire. fait, quand on lit le livre, j'ai eu l'impression que je vous suivais dans un périple à travers les 60 dernières années de culture au Québec et que tout à coup, on ouvrait une porte. Ah, il y a Denis Arcand en train de faire le déclin. Ah, il y a Michel Tremblay en train de faire tel truc. Vraiment, il y avait derrière chaque paragraphe, chaque page, des personnages, effectivement, qui sortaient. Des personnages qui sont intéressants, puis qui ont, comme je vous dis, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. C'est vraiment les autres qui nous font, hein, en fait. Alors, dès le début du livre, là, on comprend très, très vite que vous, en naissant, vous êtes tombé dans 3 marmites. Oui, Vous êtes tombé dans la marmite de l'amour, oui, euh, de la saveur, de la oui. cuisine. C'est tout pareil, hein? L'amour puis la cuisine, c'est C'est pareil. Ouais. associé, hein, et celle de la musique. Oui. C'est important de dire qu'il y avait 3 femmes déjà dans ma vie. 3 mamans. 3 mamans, ma grand-mère, ma grand-tante et ma mère. Mémé. Mémé, qui était ma mère domestique, c'est celle qui prenait soin de moi, avec ma tante Clémentine, qui, elle aussi, c'était la gâteau, elle, c'est vraiment celle-là. Ma grand-mère, Elle c'était avait de la ouais, ouais, poigne, là, ouais, oui, de la oui. poigne. Et maman, elle, c'était l'intellectuelle de la famille. C'était une personne qui était, à l'époque, c'était rare, dans les Quel années était son 50. surnom? Pardon? Vous lui aviez donné un surnom dans la Oui, la famille. reine d'Écosse. Mais La reine d'Écosse, la reine rien de d'Écosse. moins. C'est elle qui disait ça d'elle-même parce qu'elle avait beaucoup de sens d'humour parce qu'elle savait qu'elle était gâtée par son mari puis par tout ça. Puis elle se prenait toujours la position d'une reine. Tu sais, elle Mais, avait mais vos raison. parents, c'était des gens de culture, de musique Oui, aussi. Parce que vous dites que c'est la votre culture maman générale. poésie, elle, hein? Vous dites la Oui. maman de poésie. J'avais 10 ans, puis elle venait me réciter des vers de Lamartine, des vers de Racine. Je dis, bon, Ah oui, quand même. oui, au lac, autant suspend ton vol, et ainsi de suite. Puis je viens dans son temple adorer l'Éternel. Ça forme un Et jeune des esprit. alexandrins. J'avais 10 ans, mais c'était maman, ça, qui jouait également du piano. Et votre père, qui était chef de chorale. Il était chef de chorale, il était professeur, il était instituteur, c'est quelqu'un qui a été dans le domaine de l'éducation toute sa vie, qui a terminé sa carrière comme inspecteur d'école et au ministère de l'Éducation qui venait de naître en 1967. Donc, papa était, en plus de ça, il s'était toujours intéressé au chant grégorien, au chant choral, il chantait et il dirigeait la chorale à Saint-Joseph-à-Hall. Donc, j'étais avec lui, très, très jeune.
Alors, on vivait dans ce Vous monde-là. avez baigné dedans. Vraiment la Oh, oh, marmite de la ouais. culture, Puis de la j'étais musique. chanceux parce que c'était vraiment une marmite d'amour. Effectivement, comme vous l'avez dit, une marmite d'amour. Ça veut dire que tout le monde aimait tout le monde. D'ailleurs, c'était interdit de ne pas aimer des gens chez nous. Avez-vous gardé cette bonne nature? Ben, c'était très drôle parce que quand on recevait des gens, ma mère disait toujours, tout le monde s'aime ici. Il n'y a Oh. pas de alors, on recevait des gens qui étaient d'allégeances politiques différentes, diverses, ou qui n'avaient pas les mêmes opinions, bon, politiques ou autrement, mais ça avait pas, il y avait intérêt à ce que ça n'entache pas la conversation ces soirs-là. Alors, on est né là-dedans. Ça m'a fait sourire parce que vous référez à votre famille comme des personnages de BD, de bande dessinée ou des personnages de théâtre. Et vous dites, mes parents, ma grand-mère étaient les rôles principaux Oui. et il y avait toutes sortes de rôles secondaires qui tournaient autour de Ah ça. oui, oui. Et parmi les personnages qui vont vous marquer et dont certains se passionnaient pour la musique, il y a eu Bob Alain. Oui. Et cet homme-là, moi, quand vous l'avez écrit, je l'imagine, je vais vous laisser le décrire à nos auditeurs parce que je l'ai vu apparaître, moi, dans ma tête, Bob Alain. Ben, il se pointait tous les dimanches après-midi, à mon souvenir, je devais avoir une dizaine d'années. Et il y avait toujours un smoking blanc qu'il avait gardé de la veille parce qu'il jouait dans les clubs, il jouait du jazz. C'était un autodidacte de la musique, mais qui jouait admirablement le jazz. Il avait un talent. À mon souvenir, il jouait un peu comme dans le style d'Oscar Peterson. Il avait une technique époustouflante. Et il était, c'est très drôle parce qu'il était lissé un peu à la Rodolphe Valentino avec une raie dans le milieu. Et puis, il fumait avec un porte-cigarette. C'était un personnage. Un film noir et blanc, là. On va Oui. déjà, là, on Et le puis, il appelait situe. mon père prof parce que mon père avait été son professeur. Et il disait toujours à maman, t'as des beaux sticks, baby. Je voulais te parler de elle avait de jolies jambes, tu sais, c'est une jeune fille encore. Alors, c'était un personnage, vraiment un personnage. Il s'assoyait au piano et il nous ravissait pendant 3-4 ans, Alors, 3-4 heures, pardon, mais pendant des années, il a fait ça. j'allais dire des années, mais des décennies plus Ouais. tard, vous lui avez, non pas consacré, mais vous vous êtes inspiré de lui Oui, pour écrire les 24 préludes oui, qui seront joués par Alain Lefebvre oui. notamment. Vous nous avez fait parvenir 2 extraits, on va les écouter. Un qui est joué par Alain Lefebvre, mais je crois que le premier, c'est un autre Oui, pianiste. qui c'est Hey Salove. Ah, d'accord, Oui, je vous ai oui, laissé le prononcer. Vous voyez, j'ai oui, joué de prudence. oui. Alors, on écoute ces 2 extraits des Très 24 différents préludes. l'un et l'autre, hein, le premier et le 23e. C'est très beau. Et le premier, c'est très boogie. C'en est un boogie. Ça, c'est en fait, ces 24 préludes-là sont inspirés un peu de la musique de jazz, plus ou moins selon le prélude, mais le premier, c'est remarquable. C'était un peu ce style-là que Bob Alain pratiquait, jouait. Alors, c'est vraiment à lui, c'est lui qui m'a donné. J'ai eu le goût de lui rendre hommage parce qu'il a été aussi important pour moi que le conservatoire ou que la rencontre avec les musiciens de Brel plus tard. C'est quelqu'un c'est majeur dans ma démarche musicale, en tout cas. Le deuxième extrait qu'on a entendu était exécuté par Alain Lefebvre, un peu plus classique, mais vous, Oui. vous avez toujours aimé mélanger le populaire, classique, jazz. Vous êtes J'ai été un des premiers à le faire Oui, c'est ici. ça, oui. Ça se faisait déjà beaucoup aux États-Unis, j'ai rien inventé, mais ici, il y avait une espèce de cloisonnement des styles. Quand on faisait chansonnier, on ne pouvait pas faire chanteur populaire. Quand on faisait classique, on ne pouvait pas faire jazz. Et quand on faisait jazz, on ne pouvait pas faire classique, et ainsi de suite. Moi, je disais, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce qui nous tente? Et puis, j'ai donc eu une production musicale pop et une production musicale
de style classique, de style Mais avec toujours œuvre de quelques concert. influences. Mais avec des influences, oui, il y avait C'est des ça. espèces de crossover, ce qu'on appelle la musique de crossover, un peu. J'ai toujours été comme ça. Comme je vous dis, j'ai pas été, j'ai eu, il y a eu de grands maîtres qui ont fait ça à leur façon. Je ne voudrais absolument pas me comparer à eux. Je veux dire, je pense à Ravel, qui a été très attiré par le jazz et qui est allé dans différentes sphères de la musique. Donc, c'était pas nouveau ailleurs, mais ici, oui. Ici, c'était pas encore. On était un peu frileux par rapport à ça, à Je mon n'avais pas époque. prévu vous demander ça, mais ça me vient tout à coup pendant que vous parlez de rêve. Votre musicien classique préféré, vous, c'est qui? C'est Bach, c'est Ben Mozart, oui. c'est qui? Alors, je dis Chopin? toujours qu'il y a de grands compositeurs, des grands génies. Je pense bon, à Mozart, à Chopin, à Debussy, Ravel. Mais il y a quelqu'un en particulier qui, à mon avis, se situe à un niveau différent. C'est Jean-Sébastien Bach. Pour moi, j'ai dit dans ce livre-là que c'était le chaînon manquant entre Dieu et les hommes. Pour C'est une moi, très belle phrase d'ailleurs. c'est peut-être un peu ronflant Non, comme non, on citation, comprend. mais c'est un peu ça. C'est quelque chose d'un peu inanalysable dans la musique de Bach. Il y a quelque chose Et ça, pour moi, ce n'est plus de la musique classique, ce n'est plus de la musique populaire, c'est juste une connexion un peu divine, en fait, d'abord, je Ben, crois. tu sais, vous me ramenez à la divinité. Alors, vous avez fait vos premières expériences musicales, bien sûr, dans la cuisine familiale, mais aussi à l'église, puisque Oui, votre père était chef choral, votre mère chantait, je oui. pense, aussi dans la chorale. Et vous dites qu'un de vos premiers grands émois musicaux, ça a été d'écouter du chant grégorien à l'abbaye Saint-Benoît et que vous avez même eu le flash, je vais devenir compositeur. J'ai eu deux, trois fulgurances là, comme ça. Une quand j'avais 5 ans, qui était au Chœur Palestrina à Oui. Ottawa. Je me souviens, c'était à l'église du Sacré-Cœur. C'était un concert sacré, la musique de Palestrina d'ailleurs, et de la musique de la Renaissance. Et j'étais un petit bonhomme, j'avais 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'avais l'impression d'être dans le ciel, donc je voulais faire ça. Ça, c'est la première fois. Mais la fois où j'ai eu la décision de faire carrière, c'était à Orford, en fait, hein, effectivement, pas très loin de l'abbaye de Saint-Benoît. Je pense que c'était probablement à l'abbaye. C'était un concert, en tout cas, Oui, de chant grégorien, le oui. chant grégorien et de chant de la musique de la Renaissance aussi, avec un chœur belge, je me souviens, et les moines aussi. Et bon, cette fois-là, j'ai dit, j'étais dans un environnement qui était baigné de musique, hein, au camp musical d'Orford. Et j'ai décidé cet été-là, en 60, 59 ou 60, de devenir musicien professionnel, compositeur. Donc, et ça s'est fait. Et c'est drôle parce que, bon, peu de gens peut-être s'en souviennent, mais au contraire, d'autres vont s'en souvenir. Euh, vous vous êtes retrouvé au jour du Seigneur à Radio-Canada. Oui. Alors ça, c'est drôle parce que oui, je gagnais ma vie. J'ai commencé à gagner On ma vous voit vie. d'ailleurs, on voit une photo là, de vous dans Oui, l'émission. j'ai commencé à gagner ma vie comme compositeur dans les années 63, 64. Et j'ai accompagné René Claude et tout ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire de la télé. Et il y avait il y avait de mes collègues qui faisaient des émissions prestigieuses, à Place aux femmes ou des choses comme ça. Et moi, on m'avait offert de faire la messe télévisée. Les gens trouvaient ça un peu amusant. Tu sais, bon, lui, il fait la messe télévisée. Mais en fait, j'étais tout à fait dans ma ligne parce que j'avais été organiste et ça me ressemblait. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'est un beau passage pour moi. Quatre belles années à faire cette émission-là et à diriger une chorale. On avait une chorale de Vous aimez 24 aussi personnes. les ambiances d'église. Vous le Oui, décrivez très bien, ça, vous dites que c'est des lieux ah qui oui, portent à l'élévation, qui portent à. absolument, absolument. D'ailleurs, quand j'ai fait un voyage jadis avec mes parents, et c'était à l'époque où les Walkman n'existaient pas encore, mais j'avais apporté un UR d'enregistreur de cinéma avec des bandes sonores que j'avais montées, et je me promenais dans l'église avec mon enregistreur sur l'épaule et les écouteurs. Pour bien Et profiter du les moment. gens me demandaient qu'est-ce qu'il y a. C'est parce qu'il y a une fuite radioactive, voyez-vous, c'est ça que. Oh!
Très, très jeune, vous venez de parler que vous avez été organiste, donc Oui, très jeune, vous. oui. Et d'ailleurs, c'est la photo, on vous voit là, à l'écran présentement. Les pieds ne devaient pas toucher les pédales, Non, là, pas selon encore. moi, là. Pas Mais encore, hein? le jour où ça a commencé, je m'en suis servi. Vous en êtes Oh, servi. oui, oui. Et vous dites que c'est votre instrument préféré, que c'est l'instrument, même on apprend, j'ai appris ça, moi, vous dites que c'est le plus ancien des instruments. Oui, ben, Mais, les instruments à clavier, c'est les plus anciens des instruments à clavier. C'est bien antérieur au piano et au clavecin et tout ça. mais Et pourquoi vous aimez ça plus qu'on vous voit même adulte, les ça, en train de faire une improvisation? Qu'est-ce qu'il y a dans l'orgue que vous ben, aimez tant? il y a diverses choses qui m'attirent. D'abord, il y a une multitude de sons. Moi, j'ai toujours aimé les sons, les sonorités. C'est un orchestre, un orgue, hein. C'est vraiment un orchestre. Et c'est une grosse machine. Ça développe de la puissance. Savez-vous que du temps de Jean-Sébastien Bach, on en parlait tantôt, c'était l'appareil industriel le plus volumineux au monde. Il y avait rien de plus puissant qu'un orgue. Maintenant, il y a des trains, il y a des automobiles, et ça. Mais à l'époque, Et dans les c'est grandes cathédrales, les grandes oui, églises, la résonance est c'était extraordinaire. C'est la ça. machine la plus prodigieuse qui existait. Alors, c'est resté un peu comme ça. Mais vous dites aussi que c'est un instrument d'improvisation, que Oui, c'est l'instrument rêvé pour improviser. oui, un jour, j'ai improvisé à Chartres, en France, cette immense cathédrale. Vous avez C'est touché les orgues de Oui, oui, Chartres. absolument. Oui, c'était avec la délégation canadienne des jeunesses musicales en 1963 et j'avais été joué, fait une heure d'improvisation à l'orgue Ah, écoutez, c'est un immense instrument et ça sonne dans ces églises-là. mais C'est fait pourquoi ça pour. prête plus facilement à l'improvisation, l'orgue? Ben, en fait, c'est que c'est un instrument ça sert le propos, en fait. C'est que dans les offices, ça accompagne les offices, hein. C'est ça qui est l'utilité, l'usage de l'orgue. Mais dans les offices, il y a des prêtres, des célébrants qui sont plus lents que d'autres. Il y a des prières qui sont Les différentes temps de ça. morts. Il y a des temps morts. Il Ah faut oui, rallonger la chose. Il faut rallonger la sauce, d'accord. carrément. Donc, Faites du temps. il faut partir sur ce qu'on jouait antérieurement, par exemple, une ancienne ou une pièce religieuse. Et il faut continuer ça. Il faut donc improviser là-dessus. Donc, tous les organistes sont en principe aussi des improvisateurs. Bon, alors vous avez beaucoup traîné dans les églises, joué de la musique même au jour du Seigneur. Oui, Vous avez eu des parents qui sont tombés dans la culture, un père qui était professeur et inspecteur oui, d'école. oui, Vous avez fait le conservatoire, vous avez fait un petit bout à l'Université d'Ottawa, oui, oui. etc. Mais vous étiez un sapré gamin, vous, hein, à l'école. C'était pas votre tasse de thé, la technique, la solfège. Non, dès qu'il s'agissait d'apprendre quoi que ce soit qu'on me montrait, que ce soit dans le domaine académique à l'école ou que ce soit dans le domaine musical au conservatoire, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que moi, je voulais faire de la musique, je voulais apprendre par moi-même. D'ailleurs, au conservatoire, c'est amusant parce qu'on était au 5e chez Archambault, chez l'Angelier Archambault, et, et dès que j'entendais mes petits collègues faire des gammes et arpèges, je descendais au 4e avec les acteurs et les actrices du conservatoire d'art dramatique, parce que ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de les voir jouer puis d'improviser avec eux, puis Ça, de puis faire m'amuser. des imitations le soir tard avec Jean-Guy Moreau Oui, dans oui. vos chambres Ouais, d'étudiants. oh boy, on en a fait. Vous avez fait les 400 coups. Oui, Donc, vous avez dit une très belle phrase dans le livre. Vous dites, moi, c'était d'improviser, de composer. Je ne voulais pas apprendre la musique, je voulais être la oui, musique. Et c'est très oui, jeune, ça, vous avez dit oui, ça. elle venait, en fait, bon, on a tous des talents dans la vie. Moi, j'avais un talent qui était assez évident en musique. Je retenais facilement les langages musicaux, j'ai une bonne mémoire, et ce que j'entendais, je retenais, et je retransformais ça, j'apprenais ce langage-là, j'en faisais quelque chose, je faisais des imitations de style, carrément des pastiches de Mozart, de Bach, avec mes faibles moyens, mais tout de même assez pour donner le change des gens, dire: «Ah, regardons ça, ils jouent du Bach». Mais non, je ne vois pas du Bach, je vois. Alors, Alors, il y a ça une m'évitait. anecdote très savoureuse, d'ailleurs, que Oui, vous racontez. Vous avez fait faire une syncope à un de vos professeurs parce qu'il a appris sur les ondes de Radio-Canada, pendant une entrevue que vous aviez donnée, que tous les morceaux classiques que vous aviez joués à je ne sais quel concours n'étaient pas les vrais ah, morceaux que vous aviez rebaptisés pompeusement sonate ou mouvement ou quelque.
En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de mon cours classique, on m'a demandé, je ne m'entendais pas très bien avec mes professeurs, mais pour me venger un peu, je leur ai monté un concert de musique, parce qu'ils m'ont demandé de jouer. Je montais un concert de musique avec des fausses pièces, avec une dizaine de pièces classiques, mais un faux Beethoven, un faux Bach, un faux Mozart, un faux... Toutes les pièces que vous aviez inventées, là. Complètement. Oui, on fait tout ça, hein, on fait tout ça sur le coin du salon. On invente des pièces de Bach comme ça. Mais ce sont des langages, ça. Si je fais... Bon, ça peut ressembler à du Beethoven. Bon, si je fais du Bach, je fais du contrepoint, ça ressemble à du Bach. Et ils n'y ont vu que du feu. Oui, parce que c'était... Ben, je crois qu'un jour, je me suis fait prendre ailleurs déjà, par exemple, parce que je chantais aux messes aussi. Et un jour, j'étais arrivé en retard, mais juste sur la coche, comme on dit, là. J'avais ouvert mon missel et je n'avais pas de musique, j'avais seulement le texte. Et j'ai pris le texte de l'introïte et je l'ai improvisé en grégorien. Et après ça, je me suis aperçu que c'était un prêtre différent d'habitude. Ce n'était pas un prêtre de la paroisse qui disait la messe. Il me fait venir à la sacristie. C'était un bénédictin. Il dit, mon petit bonhomme, vous avez du talent pour la musique, mais vous êtes un fiefé menteur. Parce que ce n'est pas du tout le texte grégorien de la journée. Un sabré gamin. Oui, c'est ça. François Dollière, on va maintenant parler de chansons. Mais avant ça, je suis tombée sur quelque chose sur YouTube, tout ce qu'on peut trouver dans les internets. Oui. On va parler de cette extrêmement belle chanson qu'est L'âme à la tendresse, que vous avez fait avec Pauline Julien, et qui, comme je le disais en introduction, a été intronisée au Panthéon des compositeurs et auteurs canadiens. Et on va vous passer un petit extrait vidéo, puis après on entendra la très jolie voix de Pauline Julien, où on voit Pauline Julien qui reçoit votre musique. Oui. Elle vient de recevoir les tapes et elle est en train de la travailler et on vous entend chanter un peu mal. Le son n'est pas fantastique, mais on se fait plaisir, on écoute ça. Ça hier soir, c'est une chanson que j'ai passée, que moi j'ai écrite, mais qui n'est pas complètement finie. En fait, là, il manque le début de la musique, je trouve ça assez bien. D'abord, pour moi, je puisse l'écouter assez longuement, parce que c'est pas encore définitif. Alors, je l'enregistre, et puis aussi pour le montrer à... Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. C'était quoi le travail avec Pauline Julien? Ça se faisait très bien, Pauline, et c'était une personne qui était... C'était une passionnée, hein, on le sait. Donc, dès qu'il y avait un processus artistique qui se pointait, elle était très ouverte à ça. Elle était enthousiaste, en fait. C'était une enthousiaste, pas très directive, contrairement à René Claude, qui était un petit peu plus comme ça, et Monique Lérac aussi, d'ailleurs. Mais Pauline était plus curieuse, en fait. Hein? Un peu comme Félix, d'ailleurs. C'est très, très... Ils ont une parenté dans ce sens. C'est une présence, Pauline Julien. C'est quelqu'un qui avait une présence extrêmement... Mais ces femmes-là étaient extraordinaires. Les trois que je viens de nommer, oui, tout à fait. des numéros. Vous dites que Pauline Julien, elle ne chantait pas toujours. Je vous ai entendu dire ça. Non. Pauline chantait... Objectivement, c'était pas une belle voix, Pauline. Mais quand on la voyait sur scène, on oubliait que c'était pas une belle voix. Elle habitait tellement une chanson que ça devenait extraordinaire. Personne ne pensait à juger de son timbre vocal. C'était une actrice. Monique Lérac avait tout ça, ce genre. Elle chantait et c'était une grande diseuse aussi. Mais Pauline, par contre, avait une espèce avait du chien, quoi. C'est vraiment ça, du correct.
On écoute un tout petit extrait d'une autre chanson et on revient sur cette interprète. Reste à dormir encore un soir chez moi. Alors, c'était une des chansons sur un album icône, là, cet album-là Oui, de oui. René Claude. Les paroles de Robert Gauthier, mon regretté ami, qui a été de très beau texte. Là. Oui, tout à fait. Et vous dites d'ailleurs que René Claude vous a enseigné quelque chose. Je vous laisse. Oui, parce que j'ai commencé à travailler très jeune, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à l'âge de en 63, donc j'avais 20 ans, 21 ans, et j'avais pas beaucoup de discipline. Hein. Je continuais à batifoler comme je le faisais à l'école, à prendre tout ça un peu à la légère. Mais René Claude, elle ne prenait pas ça à la légère. Elle travaillait, puis elle apprenait ses textes, puis elle apprenait ses présentations. C'est une personne qui ne laissait rien au hasard. Et moi, j'étais le contraire. J'étais un peu un improvisateur. J'étais un feu follet. Et j'ai été moins feu follet avec elle parce qu'il fallait que j'arrive, il fallait que j'assure, quoi. Et j'ai fini par... Elle m'a appris des choses dans ce sens-là, puis je lui ai intégré parce que... Ouais, puis c'est formidable. Puis autrement, c'était une bonne copine aussi parce qu'on a fait des tournées. Dieu sait qu'on a fait le tour du Québec avec elle et avec d'autres... Et grâce à elle, vous allez faire une rencontre qui a marqué votre parcours musical. Vous allez rencontrer l'équipe de Jacques Brel parce qu'elle faisait la première partie de Jacques Brel, vous racontez. Et là, vous allez copiner, sympathiser avec l'équipe de Jacques Brel, les musiciens. Je vous laisse. Oui. Alors, c'est ça. J'étais donc chef d'orchestre de René Claude pour la première partie du dernier spectacle de Jacques Brel à la Comédie Canadienne. Et donc, j'ai été 40 jours avec Brel et son équipe et ses musiciens. Et c'était extraordinaire parce qu'on avait ça nous donnait l'occasion d'assister aux répétitions de Brel. Il faisait des prises de son chaque après-midi, hein, qu'on arrivait dans une nouvelle salle de concert. Et il rodait, à cette époque-là, la chanson Les Vieux Amants. Et j'entendais Joannès et Brel répéter cette chanson-là et faire des changements dedans. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail de Brel et du travail de ceux qui l'accompagnaient, de Philippe Combel, entre autres, le batteur. Je me souviens, on est devenus assez amis. Et ça a été comme un second conservatoire. Je dis toujours que l'enseignement académique qu'on reçoit au conservatoire ou ailleurs, ça nous apprend à apprendre, en fait. Parce qu'à partir, on apprend vraiment que quand on commence à travailler. Et c'était, la rencontre avec Brel, c'était un second conservatoire pour moi, parce que j'ai pu, pendant plusieurs semaines, en fait, avec cette équipe-là, connaître des expériences musicales absolument extraordinaires. Tout un personnage, en plus. Oui, Brel lui-même, oui. On jouait aux cartes avec lui jusqu'à 5 heures du matin. Oui, va chercher la bière. C'était vous qui étiez mandaté pour aller chercher la Molson. Ben oui. Alors, les gens ne s'en rappellent peut-être pas, peut-être que d'autres, oui, mais vous avez écrit, 200 chansons en carrière, c'est pas rien. Mais vous-même, votre premier long jeu, votre premier disque, c'était un disque de chansons qui s'appelait Volume numéro 1, mais le numéro 2 est mort au feuilleton. On ne l'a jamais eu en présentiel, comme on dit. Vous n'êtes pas rendu au volume 2. Non. Moi, je trouve que vous aviez quand même une voix intéressante, mais comme vous me disiez avant. J'aimais ça chanter. Oui, c'est ça. Mais j'ai commencé jeune, quand j'étais adolescent, 14-15 ans, c'était le temps des chansonniers, puis j'improvisais des choses, puis il y avait des textes de poèmes de mes amis que je mettais en musique. Et je suis arrivé second au concours de chansons sur mesure Radio-Canada, l'année où Feuille de Guy a gagné, Ferland a gagné, ça est arrivé premier. Et je chantais, moi, donc, mes chansons à cette époque-là. Et de fil en aiguille, j'ai intéressé la compagnie Select à faire un disque avec moi. J'ai fait un disque. Qui a même été numéro 1 à la radio. Ça a très, très bien marché, ce disque-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que je faisais mes arrangements, mes orchestrations sur ce disque-là. Et d'autres interprètes, comme René Claude, par exemple, m'ont demandé, à cause de ça, de faire leurs arrangements. Donc, je me suis mis à faire ça et je préférais ça.
parce que c'était plus mon métier, en fait. Oui, votre passion était Oui, plus à oui. la composition. Votre premier grand succès commercial, là, vraiment grand public et tout ça, évidemment, on va mettre l'extrait maintenant et je suis certaine qu'à la maison, d'ailleurs, en parlant de la maison, est-ce qu'on a pas mal de gens avec nous? Est-ce que les gens sont contents? Ça se passe bien? D'accord. Alors, je vous envoie un extrait maintenant et je suis sûre que vous allez tous la turluter en même temps que... Demain matin, Montréal matin. Demain matin, Montréal matin. Cherchez-moi plus à Saint-Martin, parce que demain, chacre mon camp. Oui, ça, c'est la version 1996 avec. Oui, Denise Filiatro. Oui, qui était montée. C'est Élise Marquis qui chantait. Et évidemment, la version originale, la première version, c'est Louise Forestier. Louise Forestier qui signe votre préface, Oui, d'ailleurs, un très beau texte. Oui, très joli texte. Oui. Une grande amie, Louise. Oui, vous êtes resté amie avec Louise Je t'en Forestier. remercie d'ailleurs, formidable. Alors, vous avez écrit ça avec Michel Tremblay. Tremblay, oui. Alors, c'est ça. Donc, vous étiez au premier... En fait, vous étiez toujours sur les premiers rangs des premières affaires parce que les années 60, c'était ça. On était chanceux. On est né avec cette espèce de ce courant-là, cette vague-là. On est arrivé dans un moment charnière. On a suivi cette vague-là jusqu'à maintenant, en fait. J'ai commencé à faire de la musique de film au moment où il a commencé à y avoir du cinéma ici. C'est ça. Donc, tout sortait, le mot québécois déjà, oui, la chanson québécoise, oui, la chansonnier, le oui. théâtre québécois, Fait la première, le joual, avec ben Michel oui. Tremblay. Michel Tremblay, oui, tout oui. ça. Ah, il y a eu aussi dans ce parcours-là Monique Lérac. Oui. Je ne sais pas si on peut la voir à la caméra. Si ce n'est pas le cas, Pascal, c'est pas grave. J'ai le livre, peut-être que je peux le Monique, montrer. oui. Donc, vous avez consacré en 2019 une biographie très bien écrite d'ailleurs, j'ai bien aimé, sur Monique Lérac. Et vous l'avez sous-titré « Le roman d'une vie » parce que vous dites que c'était difficile de faire une vraie biographie. Il fallait... C'est une biographie, c'est factuel. C'est-à-dire que ce qui est écrit comme réel est réel. C'est juste qu'il y a certains endroits où j'ai dû refaire des décors parce que Monique ne s'en souvenait pas, ça faisait longtemps. On a imaginé certaines scènes, mais c'est dans ce sens-là que c'est un peu romancé, mais tout ce qui est avéré est là aussi. Pourquoi vous l'avez écrit je crois que vous vouliez lui rendre hommage? Je pense que c'était par devoir de mémoire. Je pense qu'il fallait qu'une personne comme Monique Lérac, qui a été notre plus grande chanteuse sans doute, parce qu'elle a transcendé ça, parce qu'elle était une femme de théâtre en même temps. Donc, elle a fait carrément des performances. Elle est allée très, très, très loin. Quel genre de femme c'était? Quel genre de personnalité? C'était une femme à la fois très agréable et qui pouvait être également très difficile. Je ne dirais pas désagréable, mais il ne fallait pas y marcher ses pieds non plus. Hein? Monique, elle avait son franc-parler, et puis elle ne se gênait pas. Elle était tout ainsi, puis elle ne s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis, comme on dit. Mais en même temps, ça pouvait être quelqu'un d'extrêmement agréable, et avec moi, elle l'a toujours été. C'était vraiment une grande dame, je la salue. Mais c'était un devoir de mémoire. Je pense qu'il fallait dire aux gens, « Hey, cette femme-là a vécu ici, c'est une grande parmi des grandes. » Alors, bon, beaucoup d'orchestration, d'arrangement, et évidemment, c'est quoi, est-ce que je me trompe, 10 ans avec Félix? Ah oui, 10 ans, de 75 à 85, en fait, comme directeur musical, c'est-à-dire celui qui a fait ses orchestrations, et puis qui a fait la direction d'orchestre en studio aussi. Vous en parlez comme d'un monument. Oui. C'était quoi être une séance de travail avec Félix Leclerc? Vous l'imitez d'ailleurs très bien. Eh, maudit! Faudrait pas me faire aller là. Mais Félix, c'était extraordinaire parce qu'il disait « J'ai pris du café le matin dans mon verre. » Et puis là, ça prenait une espèce de dimension. C'était un raconteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était quelqu'un de très imposant, un géant. Oui, oui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui pouvait te mettre à l'aise aussi simplement que ça. T'as vu le paysage. J'aime ça parce qu'on voit loin. Tu sais, et en même temps, tu étais séduit parce qu'il racontait une histoire. Il la magnifiait. Oui, sa femme disait toujours « Fidou, t'as pas conté cette histoire-là comme ça hier? » Et maudit, ben non, ça t'ennuierait.
tu es toujours là. Il faut bien que je change un petit peu Oh. pour pas que tu t'ennuies. Tu sais, il lui donnait raison. C'était extraordinaire. C'était vraiment le fun. Mais c'était quelqu'un de respect en même temps. Il respectait la direction musicale que je lui imposais. Il n'a jamais protesté. C'est sans doute avec lui que j'ai eu le plus de facilité de travail. C'était une grande personne. Je le recevais chez moi quand il venait à Montréal. Il ne voulait pas se promener trop dans la vie. C'est quelqu'un d'un peu sauvage, Félix. Mais en même temps, il était très chaleureux. Et puis... Mon père allait à l'école avec lui. Ils partageaient le banc d'école à la TUC. Ah oui? Oui, tout Ah à fait. bon? Mon Libanais de père, Ah quand oui. vous voyez comment la Il me vie... semblait que vous aviez du... Ah! Libanais! Alors, OK. sur ce monument qu'est Oui. Félix, je vous invite Que maman d'avoir a vu... connu jeune Oui. à l'Université d'Ottawa. Ah, Là, je les ai réunis d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler avec lui. Elle est venue, on a fait un repas ensemble. Ils ont oh, quel beau renoué. moment. Ils Ben ont oui, renoué. Ouais, franchement. c'était formidable. Alors, je vous laisse prendre quelques gorgées d'eau et Oui. votre souffle. Nous, du côté de Julie, je pense que tu as déjà procédé probablement aux 2 premiers tirages. Alors, nous allons, je le dis bien, maintenant faire retirer 2 exemplaires de ce livre. Honnêtement, là, ça se lit comme un roman. J'ai adoré ça. Je ne suis pas une fan de biographie, je le dis, je le confesse. C'est quelque chose qui habituellement m'ennuie un peu. Mais ça, non, je l'ai. Écoute, il est plein de jaune, il est plein de. Et j'ai laissé les post-it parce que ça témoigne du plaisir et Oui. de l'intérêt que j'ai mis. Alors, donc, 2 livres aux éditions La Presse que je remercie. En attendant que Julie soit prête à faire ses tirages, je veux d'abord remercier l'équipe du Montréal Cowork, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ils nous déroulent le tapis rouge quand on vient ici. Alors, c'est un espace de coworking extrêmement agréable. Il y a des salles de conférences, des bureaux individuels pour des petites entreprises. Vous pouvez venir dans les salles communautaires aussi si vous en avez assez de voir votre cuisine en télétravail. Ou si vous démarrez une petite entreprise, que vous êtes un consultant et que vous cherchez des locaux. Ils ont beaucoup de services. Ils ont vraiment une approche particulière et ils ont même maintenant un studio d'enregistrement si vous voulez faire des vidéos ou des audios pour vos activités professionnelles. Alors, je les salue bien bas parce que c'est une équipe formidable qui travaille très fort et qui, comme beaucoup d'entreprises, a été vraiment touchée par la pandémie. Alors, espérons que ce marasme achève. Et je vais aussi en profiter pour saluer les éditions de la presse, les éditions de la presse, groupe Fides, qui nous ont fourni les livres et leur collaboration pour cette soirée. Mais quand j'ai appelé Pierre Caillouette pour lui dire que je voulais recevoir François Dompierre, il n'y a pas eu de problème. Il était vraiment, il était content. C'est un très bon éditeur. Oui, un ancien collègue aussi. Oui. Alors, Julie, est-ce qu'on est prêt à nous dévoiler le nom du premier ou de la première gagnante? Micheline Hott. Alors, Madame Hott, vous devez nous envoyer vos coordonnées sur Messenger, sur notre page Facebook, pour qu'on puisse vous faire parvenir votre exemplaire je répète le titre, François Dompierre, Amour, délices et orgue. Oui, la deuxième? Alors, Madame Nicole Gadouri, vous méritez le 2e exemplaire. Je rappelle qu'on fera tirer 3 autres exemplaires à la fin de la soirée. Donc, restez avec nous. On va se retrouver maintenant avec une pièce inédite de M. Dompierre. Et j'ai presque le goût de vous... Non, on reviendra après. On va y aller avec l'extrait que vous nous avez offert. Donc, c'est une pièce qui fait 12 minutes. Évidemment, on y va avec les 3 premières minutes. On ne pouvait pas rester aussi longtemps, malheureusement, en ondes avec la musique, mais c'est à écouter. Alors, je vous laisse savourer ça et on revient avec M. Dompierre tout de suite après.
Quel beau morceau. Ben, c'est intéressant, en fait, c'est que je tenais à vous apporter ça parce que c'est un peu vous illustrer mon travail, parce que c'est une pièce qui n'est pas encore au monde. Ce que je vous fais entendre, ce sont des instruments virtuels. Je voulais qu'on entende ce qu'on peut faire maintenant à la maison avec un orchestre virtuel. Incroyable. C'est tout fait maison. Alors, c'est vraiment un morceau de démonstration et ça sera enregistré avec un grand orchestre plus tard. Mais ce que vous entendez là, c'est uniquement des sons virtuels. Donc, vous parlez d'un disque, là, vous? On parlera d'un disque dans 1 an et demi, 2 ans, un enregistrement commercial avec l'Orchestre de Laval. On a un projet, en tout cas, avec Alain Trudel, le chef d'orchestre, un concerto de trombone qui va jouer lui-même, et la fantaisie pour clarinette avec André Moisan, et puis le concerto de violoncelle qui va être joué aussi, une nouvelle pièce également. Oui, parce que je rappelle, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, ça s'appelle Fantaisie pour clarinette et orchestre, le morceau. Donc, c'était 3 minutes de 12 qu'on a passé. Un grand merci pour cette pièce-là. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est quelque chose que j'aimerais écouter dans un très grand espace naturel. Oui, c'est vraiment une œuvre de concert. En fait, c'est vraiment de la musique à écouter. Voilà, donc en concert. Il y a un pur plaisir à composer. C'est quoi que vous ressentez quand vous composez? C'est la même chose qu'écrire un livre. C'est quand on réussit quelque chose. C'est du travail, d'abord. Ça ne vient pas nécessairement facilement. Des fois, il y a un thème, on travaille, à un moment donné, on ne trouve rien, et c'est assez déprimant de ne rien trouver. C'est de plus en plus difficile, je dois dire. Je l'avais plus facile jeune, et c'est probablement parce que je me satisfais je suis plus exigeant un petit peu. Quand j'écris littéraire, je veux que ça soit clair, je veux trouver le bon mot, la bonne expression. Je ne veux pas que ça soit alambiqué, je veux pas. Je veux que ça soit simple aussi, mais beau. Même affaire avec la musique. Je veux que ça soit. Je veux en être content, en fait. Et c'est pas toujours facile d'être content de ce qu'on fait. Donc, c'est quand je trouve que je suis heureux. Je ne suis pas toujours heureux. Je vais faire une question un peu longue, là, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Votre livre est séparé en périodes de temps, donc de 1943 à 1960, de 60 à 68, etc., jusqu'à presque nos jours. Mais la période de 1960 à 68, vous avez vécu 5 vies dans ces 8 ans-là, qui ne font pas 60 pages, mais que ça prendrait des heures à raconter ici. Juste donner une idée à notre public. Donc, les rencontres, évidemment, avec Jacques Brel et avec René Claude, les tournées avec les artistes qui gravitaient autour du Café des artistes d'André Lejeune, d'ailleurs. Oui, moi, c'est quelque chose à qui je dois lui rendre hommage, parce que si j'ai fait une carrière, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Alors, je ne vous attendais pas là, moi, André Lejeune. Non, mais c'était un peu improbable, mais oui, on est devenus pas mal copains, d'ailleurs. C'était quelqu'un de généreux avec les artistes. Extrêmement. Alors, vous prenez aussi, dans ces mêmes années-là, donc, premièrement, en 61, vous étiez rentré au conservatoire. En 64, vous vous mariez. En 65, c'est le premier enfant. Entre-temps, il y a la direction musicale du Théâtre de la Marjolaine, un premier voyage en Europe. Vous lancez votre premier album de chansons. Un deuxième enfant qui s'annonce. Vous amenez Mémé en voyage en Europe. Quel épisode magnifique. Et
un très beau moment dans le livre. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un éditeur, un de mes amis, Jacques Godbout, qui m'a dit à un moment donné, pourquoi tu n'écris pas un roman juste là-dessus? Juste sur Mémé. Et Ah sur oui, Mémé, Mémé vaut Mémé la en peine. Europe. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est une bonne idée. Vous avez cette très belle phrase. Elle était insupportable. Je l'aimais tellement. Énormément, quelque chose comme ça. Oui. C'est impossible là, de résumer cette vie professionnelle et personnelle. C'est 8 ans. C'est aussi les 8 ans du Québec parce que c'était une explosion. Hein. On est passé de la Grande Noirceur en 1959 à Expo 67 en 8 ans. Nous aussi, c'est un passage entre l'ancien temps et le nouveau. Hein. Exactement. Puis vous, de passage à votre vie d'homme, marié, des enfants, professionnels. Et là, un bon matin, le bouchon de Presto a sauté. J'ai fait il y a eu un passage à vide. Le passage je vous laisse m'en parler. J'avais vécu ma vie jusque-là comme un enfant, en fait. J'avais 25 ans, mais j'étais encore un enfant. Tout me venait facilement. Vous amusiez. Les succès amoureux, tout. Enfin, la musique, les rencontres. Et un jour, j'ai ambitionné. J'ai fait un bad trip. Ce qu'on appelle un bad trip. Avec, je ne sais pas ce qu'on a fait fumer, en tout cas du hache ou quelque chose comme ça, que je mêlais avec du cognac et j'ai fait vraiment une réaction assez terrible d'angoisse, d'une espèce de... J'ai failli perdre conscience et tout ça. Et ça s'est calmé. Et puis je suis revenu normal. J'étais en concert avec René Claude ce soir-là. J'étais revenu chez moi, 2-3 jours passent, et au petit déjeuner du 4e journée, c'est revenu. Mais d'aplomb. Et d'aplomb, pas à peu près. Et là, j'ai fait le passage à vide. Ça a duré... un délire névrotique, là, carrément un délire névrotique. Je ne savais plus comment je m'appelais. Puis, et ça a été très, très éprouvant. Et j'ai décidé dans ce livre-là d'en parler parce que ça faisait longtemps que je... Avec courage et avec simplicité aussi. C'est parce que je trouve qu'on doit on doit faire des témoignages de ces choses-là parce que ce sont des problèmes de santé mentale, ça existe. Et j'ai souffert de ça. Je m'en suis assez bien sorti. Et je sais qu'il y a des gens qui ont souvent des problèmes d'angoisse, d'anxiété, très, très, très... Tellement. Ils font des névroses, c'est très aigu. Je pense qu'il faut témoigner de ça, dire, écoutez, oui, ça existe, oui, mais oui, on en est sorti et on a vécu avec ça. Parce que ça a été quand même assez long, 1 an et demi plus ou moins, oui, 4 mois de traitement intense. Oui, il y a eu une phase aiguë là, de 4 mois et ensuite de ça, j'ai toujours revécu avec ça après. Parce qu'on ne s'en débarrasse pas. C'est ça, on garde notre angoisse, notre anxiété, mais on apprend à composer. Absolument. Mais vous avez fait plus que ça. Vous avez plus que composé avec ça. En fait, oui, vous avez composé avec ça, c'est pour ne pas faire de jeu de mots. Mais en fait, vous en avez fait un moteur, vous dites. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... On ne traitait pas beaucoup avec des médicaments, à moins de faire de la schizophrénie ou des choses comme ça, chose que je n'ai pas faite. Mais on donnait du Librium, du Valium, des choses comme ça. Mais c'est surtout par du counseling, là, ce qu'on appelle thérapies de groupe, des thérapies, des choses comme ça, qu'on réglait le problème, qu'on aidait le sujet à prendre conscience de sa propre réalité et d'arriver à la réaliser, à se remettre sur les rails. Mais vous êtes un homme de défi. Vous aviez une peur bleue de l'avion, à vous rendre malade, mais vous vouliez voyager parce que vous avez une passion pour les voyages. Oui. Bon, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez pris des cours de pilotage. À partir du moment où j'ai voulu me sortir de ce problème-là, de ces problèmes-là, j'ai toujours pris le taureau par les cornes pour tout ce qui m'est arrivé. Ce qui a changé ma vie, ce qui a fait de moi quelqu'un d'entrepreneuriat et le mieux discipliné aussi. Vous dites, oui. Le médecin m'a dit carrément, bon, écoute, jeune homme, c'est fini, la récréation s'arrête là. Il m'a suggéré. Tu as 2 enfants. C'était latino, je me souviens, il cassait le français un peu. Vous trouvez que ce serait mieux que vous fassiez peut-être, que vous deveniez un petit peu mieux que vos parents, peut-être un peu? Puis il me suggérait des affaires, puis mine de rien. Il était très, très, très bon. Il était très bon. Et j'ai fini par comprendre comment tout ça fonctionnait.
Et je m'en suis sorti et je suis devenu différent de ce que j'étais. Je suis resté un peu ce que j'étais sur le plan du talent ou de ce que j'avais à dire. Comme je vous dis, tout le monde a du talent, mais j'avais juste ça avant. Tandis qu'à partir de 1968-69, j'ai pris ce talent-là et j'ai travaillé. Vous l'avez canalisé, Ouais. vous l'avez Je me suis structuré. levé le matin à 6 h, 7 h, puis j'ai travaillé, j'ai gagné la vie de ma famille, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, comme tout le monde d'ailleurs. Mais ça me semblait quelque chose d'absolument inouï, moi. J'avais jamais fait ça. C'était plus drôle de faire des imitations avec Jean Oui, oui. Mais non, après, à partir de ce moment-là, et c'est ce qui a changé, ça a changé ma vie. C'est ce qui me fait dire des fois que c'est pas mauvais de le ressentir, cette angoisse-là, si elle nous amène ailleurs. Il faut que ça peut arriver à des gens. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui l'ont vécu, qui vivent un Ben, problème? il n'y a pas de personne qui a le même genre de problème. Moi, je dis consulter, ça vaut la peine d'abord, premièrement. Il ne faut pas se laisser aller à ça. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des problèmes, des envies de suicide, des envies de... Il faut donc consulter, il faut y aller, il faut travailler, il faut travailler sur soi. Il ne faut pas avoir honte. Non, il ne faut pas avoir honte, mais c'est soi-même qui règle le problème, dans ce genre de problème-là, en tout cas. Hein, je ne dis pas que... Bon, il y a des choses, comme je vous dis, je parlais de schizophrénie ou des gens qui sont maniaco-dépressifs, c'est autre chose. Mais ça, là, ce genre d'affaires-là, là, la névrose, l'anxiété profonde là, ou permanente, là, ce sont des choses qui se traitent par soi-même aussi. Il faut le faire. On revient sur votre plaisir de composer. Oui. Un plaisir partagé avec le public, d'ailleurs. Moi, pendant que je préparais votre entrevue, moi, j'ai suivi votre carrière, j'ai connu votre musique. Elle a tellement fait partie de notre paysage culturel et tout ça. Mais j'avoue que je redécouvrais des pièces que j'avais... pas nécessairement oublié, mais que je n'aurais pas spontanément rappelé. Moi, je les ai oubliés aussi, alors. Bon, je suis pardonnée. Mais vous avez des albums personnels, des albums de musique instrumentale. Oui. Et on va écouter un extrait on est à la question... je ne sais pas si Pascal a besoin d'indications pour l'extrait où ça va. Alors, de cette pièce, Saute-Mouton, qui a une jolie petite histoire qu'on racontera après. Alors, on écoute un extrait. Oui. Hein, on est presque à cheval. Oui, c'est ça, oui. Saute-Mouton. C'est un électron libre, ça, Saute-Mouton, parce que ça ne devait pas exister, ça. Non, c'est très, très particulier. J'avais un disque qui avait très ambitieux, en 1975, que j'avais commencé à faire, où je voulais dire ce que j'avais à dire. Un disque instrumental, il y avait de l'engouement pour la musique instrumentale à cette époque-là. Et je voulais faire quelque chose... Je voulais faire des orchestrations, ça m'intéressait. J'en avais fait pour d'autres, mais je voulais les faire pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire ce disque-là, qui était trop long pour faire un disque un long jeu de deux côtés. C'est ça. Mais qui n'était pas assez pour en faire deux. Et il manquait toujours quelque chose. Et finalement, il me manquait une petite pièce. Finalement, j'ai fait 3 côtés, ça, c'est une autre histoire. Mais il me manquait même une petite pièce. Et un soir, j'étais à notre chalet à Sutton. Je me suis installé, puis j'ai dit, bon, ben, je vais faire une petite pièce de 2-3 minutes. Je vais l'improviser. Et je l'ai improvisé comme je vous parle. C'était vraiment ça. Et c'était très spontané. Puis j'ai appelé ça Saute-Mouton. Puis j'avais des moutons dans le pré. Puis... Mais tout ce sourire là, que vous avez en me le racontant, on l'entend dans votre musique. Il était là dans... Oui, mais ça, je souris d'autant plus que c'est moi qui avais financé le disque et que c'est cette pièce-là qui a fait vendre le disque. Oui. On a vendu 100 000. 100 000 exemplaires de l'album grâce à Saute-Mouton qui a été dans les palmarès à la radio. Ça jouait tout le temps, je me souviens. Oui, ça jouait ailleurs d'ailleurs, ça jouait en Europe, ça jouait aux États-Unis aussi. Alors, là, on va mettre un autre extrait. Cette fois, on va dans un autre registre, un très beau concerto pour piano et orchestre en la majeur, qui a été endisqué avec l'OSM, si je ne me trompe pas. C'est le premier disque que Charles Dutoit, à l'époque de Charles Dutoit. Alors, on écoute l'extrait du concerto pour piano et orchestre en la majeur. C'est ça.
Une très belle pièce. Puis en plus, je crois que c'était la première fois que des musiciens canadiens enregistraient sur ce label allemand. Oui, Deutsche Grammophon, oui. Oui. C'était la première fois qu'il y avait un compositeur canadien qui était sur cette étiquette-là. Bon, il y avait des premières. C'est arrivé comme ça. C'est une très belle expérience pour moi. Puis c'était formidable de travailler avec Charles aussi. Voyez-vous, ça, c'est vraiment un exemple de la musique de concert que je fais parce que j'ai eu deux. J'ai fait de la musique populaire, vraiment de la musique de concert aussi. Donc, ça, c'en est un exemple. Côté givré, côté sucré. Oui, ouais, un peu. Vous avez donc travaillé avec Charles Dutoit. Vous avez aussi eu une collaboration avec Kat Nagano. C'est pour Oui, les Glorieux, je pense. Beaucoup plus tard, pour les Glorieux, oui, Ouais. la pièce qui rend hommage aux Canadiens de Montréal. Oui, oui, tout à fait. J'écris avec Georges Hébert-Germain, pauvre Georges Hébert-Germain, qui est décédé, qu'on a tellement aimé. Ouais, alors, c'est quand même un très beau souvenir. Et puis, j'ai travaillé avec Nagano là-dessus. Et puis, oui, c'est des belles rencontres parce que c'est des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. D'ailleurs, vous décrivez très, très bien dans votre livre le rôle du chef d'orchestre. Oui. C'est beau ce que vous écrivez. C'est spécial d'être un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est un dénominateur commun. C'est que l'orchestre, c'est un continent. C'est un monde, en fait, avec 5 continents, hein, les cordes, les bois, les cuivres, tout ça. Et il y a 90 personnes là-dedans. Là. Et ça prend quelqu'un qui met tout ce monde-là ensemble. Ça prend une direction, un peu comme un metteur en scène le fait au théâtre. Sauf que c'est un metteur en scène qui est présent au concert. Alors, c'est ça le travail d'un chef d'orchestre. Ça prend donc beaucoup d'écoute, ça prend de la connaissance de chacun de ces continents-là, de ces instruments-là. Et ça prend maintenant aussi beaucoup de sympathie. Parce qu'à l'époque, les chefs d'orchestre c'était des commandants en chef. Hein, c'était des... Comme les chefs en cuisine. Oui, ça ne se fait plus maintenant comme ça. Non, c'est ça. C'est plus la maintenant, collégialité. Yannick Nézet-Séguin est capable de monter une belle pièce avec de l'autorité, mais tout en étant extrêmement convivial aussi. Tout à fait. Oui. Et c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Mais à une certaine époque, je peux vous conter une petite histoire. Bien sûr. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. En 1950, l'orchestre de Chicago n'allait pas très bien. Et un mécène, avant que ça périclite et que ça tombe en ruine, un mécène a dit, moi, je vais mettre 20 millions de dollars, puis on va faire venir un grand chef allemand qui va remettre l'orchestre sur pied. Alors, ils ont engagé Fritz Reiner, qui était un élève de Furtwängler. C'était la grande époque. Il venait il avait fait de la direction d'orchestre Reiner ailleurs, avec la Staatskapelle de Dresde, entre autres, des orchestres prestigieux. Il est arrivé, et c'était un chef de la vieille école, et l'orchestre était ravi de l'avoir, parce que bon. Et le premier violon s'est levé, puis il a dit, Maestro, nous sommes tellement heureux que vous soyez avec nous. Et lui aurait répondu, si j'étais vous, j'attendrais un petit peu avant de dire ça. Ils ne savaient pas dans quoi ils avaient mis les pieds. Et ça a commencé là, le travail. Alors, c'est moi qui me fait plaisir. On va mettre une autre de vos pièces parce que quand je l'ai fait jouer pendant ma recherche, j'ai fait « Oh oui, j'aimais beaucoup ça ». Alors, Meringue glacée d'un album qui s'appelait « Hors d'œuvre ». On y revient tout de suite après. C'est une pièce que je trouve, ça donne le goût de vivre. Ça donne le goût de vivre. Ça, c'est un verre d'oreille. Oui, tout à fait, ça reste. Ça a été un gros hit. Un gros hit. Et c'est tiré de l'album Hors d'œuvre au pluriel. Et l'album qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, ils ont tous des tocs de chef et tout ça. Et ça m'amène ailleurs. Je pense que vous savez où je m'en vais. Alors, vous avez écrit 2 autres livres, à part votre biographie et celle de Monique Lérac, chez Boréal en 1994 et en 2000. Le premier, c'était Gourmandise et autres plaisirs de vacances. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et l'autre, c'était
Les plaisirs d'un compositeur gourmand. D'ailleurs, c'est ça que vous devriez écrire sur vos cartes d'affaires, M. Dompierre, compositeur gourmand. Et vous aimez tellement ça, la bonne bouffe, que vous avez même poussé l'expérience assez loin. Vous avez transformé une partie de votre maison et vous avez donné des ateliers culinaires chez vous. Alors là, moi, je suis scotché. Bien, en fait, j'ai eu une formation à travers le temps. J'ai commencé par être chroniqueur gastronomique à CKAC à l'époque avec Suzanne Lévesque, ensuite avec Elle Québec. Bon, j'ai écrit, et avec l'actualité également. C'est un peu de travail de journalisme. Et j'ai commencé à connaître des chefs. Mes parents s'intéressaient à la cuisine et je m'intéressais beaucoup à ça déjà. Et je cuisinais en amateur. Mais j'ai commencé à suivre des cours ensuite de ça, de pédagogie culinaire, entre autres. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai une formation en boulangerie. Je fais mon pain depuis 10 ans. Moi, j'ai pas de... Et son brevet de pilote. Non, mais j'ai jamais été... j'avais fait ça commercialement, sauf donner des cours. C'est des ateliers. C'est surtout le plaisir de cuisiner ensemble. C'est qu'on se réunissait, des gens qui venaient chez nous. On se disait, bon, cette semaine, je vous propose de faire telle affaire. On va faire ça ensemble. Moi, je pense que ça se fait comme ça. Vous feriez ça comment? C'était un échange beaucoup. J'ai beaucoup appris là-dedans aussi. Mais ça m'intéresse toujours. Dans votre livre, il y a 3 recettes. Oui. Le coq au vin. Les 2 autres sont des recettes qui ont des rapports avec ce qui se passe. Oui, tout à fait. Et c'est écrit comme un poème. Hein? Il vous raconte, là. C'est très littéraire. On dirait du... c'est drôle. Oui, c'est du Maupassant là, qui vous raconte le truc. Mais je vais lire un extrait qui n'est pas la recette. En fait, vous devrez acheter le livre si vous voulez les recettes de M. Dompierre. Mais... je veux lire un petit extrait parce que je pense que ça résume bien ce qu'on disait, les 3 marmites du début et cette passion pour la nourriture. Le dimanche, les odeurs et les sons se répandaient dans toutes les pièces de la maison. Nous nous levions plus tôt que d'habitude, histoire de parer le rôti du midi, de se pomponner pour la messe de 7h30 et la grande messe de 9h45, de frotter l'acajou du piano et d'écouter les retransmissions de musique classique à la radio. Vers 8h15, à notre retour du premier service religieux, Mémé nous servait les œufs, le café, le bacon, les toasts, les croûtons et la saucisse. Cela nous permettait d'assister au 2e service religieux, la panse pleine. Oui, vous avez bien lu 2 messes, la première pour communier et prier, la seconde pour travailler et chanter les louanges du Seigneur. Papa dirigeait la chorale paroissiale. Alors, comme il me savait fasciné par la musique, il me proposait souvent de l'accompagner à cette grande messe musicale. Au retour, des suaves effluves excitaient nos narines, et dans le brouhaha des casseroles voisines, papa versait le sacro-saint verre de Xérès, alors que maman, installée au panneau, et moi, sagement à sa droite, nous régalaient d'un prélude de Chopin. Le cérémonial se poursuivait ainsi jusqu'au repas, poulet au four, au rôti-bœuf, dessert gourmand. Mémé savait nous prendre par l'estomac. Ce sont des choses que l'on n'oublie pas. C'est vrai. Est-ce que vos parents veulent m'adopter? On veut vivre chez vous. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser que depuis, il y a beaucoup de gens qui ont regretté que les restaurants soient fermés depuis 1 an et demi et c'est extrêmement regrettable. J'ai des amis cuisiniers, moi, à qui je pense tous les jours. Mais moi, personnellement, je dois le dire en m'en confessant, ça ne m'a pas manqué parce que je mange chez moi. Parce que vous aimez cuisiner? Oui, je cuisine chez moi beaucoup. Alors, dans leur livre, il y a des recettes de cuisine. Je ne m'en lirai pas là-dessus parce qu'on va manquer de temps, mais j'attire l'attention de ceux qui liront le livre. Il y a des passages où vous nous donnez pratiquement la recette des orchestrations. J'ai trouvé ça très beau. Alors, bon, on commence par écrire la partition piano. On voit un peu ce que ça donne. On rajoute ensuite celle de... Ça se ressemble, en fait. Oui. Ça se ressemble. Préparer un plat, préparer une orchestration. Ça se ressemble. Le travail, c'est toujours la forme. C'est toujours un livre aussi, pareil. On commence par mettre des petites choses ici, mettre les denrées sur la table, faire la mise en place, quoi. Et on va parler de cinéma, parce que vous vous rendez compte que ça fait plus d'1 heure qu'on parle. On n'a pas encore parlé et on n'a pas encore parlé de cinéma. On va écouter un extrait des chansons de films que vous avez fait pour se faire plaisir, parce que c'est toujours plaisant d'entendre des belles chansons.
Un bonjour en plein midi ou bien un soir après minuit, vous me verrez dans ma robe neuve, aussi mince que Catherine Deneuve, les cheveux longs, la robe courte, au fond des yeux plus aucun doute, l'air de vous dire regarde-moi, l'aura qu'à Dieu fait plus son poids. C'est pas possible, ça se peut pas, eh bébé. Quelle belle chanson et la voix de Oui, Ginette Renault qui a été très, très généreuse à son habitude dans ce film-là. Dans une chanson sur les paroles de Tremblay encore. On a travaillé beaucoup ensemble, Tremblay et moi. C'est la partie la plus connue de votre carrière, c'est ça, je l'ai dit en introduction, c'est votre carte de visite, 60 trames de films Oui. et d'émissions, documentaires, etc. Vous avez travaillé avec les plus grands, vous avez même travaillé avec Claude Chabrol, etc. On ne s'étendra pas sur tous ces films parce que les gens les ont vus, puis tout ça, puis vous avez souvent parlé de ça en entrevue. Mais moi, je veux vous entendre. Pourquoi vous aimiez ça tant que ça, la musique pour l'image? Je pense que c'est. Je vous disais qu'au conservatoire, j'accompagnais les comédiens et les comédiennes. J'ai toujours aimé le théâtre. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours. Et quand j'improvisais, les gens me disaient ah, tiens, on dirait que tu racontes une histoire. Alors, de passer de ça à la musique de film, ça a été assez naturel pour moi. Et j'ai toujours j'aimais le cinéma, donc ça allait de soi. Puis, j'avais la grand-tante dont je parle, la tante Lé, elle avait accompagné des films muets quand elle était jeune, c'était une musicienne, ça. C'était it runs in the family, hein, comme on dit, ces affaires-là. Donc, j'étais porté à faire plus ça que de la musique, ce qu'on appelle de la musique pure, de la musique strictement de la musique de concert. Et même de la musique de concert, les gens souvent me disent ah ben telle pièce de concert que tu as faite, ça ressemble à de la musique de film, en quelque part. Hein? Et puis, je suis d'accord. Je dis, je vois pas pourquoi. Comme il y a des écrivains qui ont une écriture très cinématographique. Voilà, c'est ça. Évocatrice. Et je suis un conteur d'histoire. Je suis un partageur. Je suis un passeur. Donc, il y a des images accompagnent oui, son, c'est ça me plaisait. J'aime partager. Donc, effectivement... Vous, en 2002, le dernier film que vous avez fait, c'était celui d'Odyssée dans Lys Tremblay de Denise Filiatro. Puis, pour toutes sortes de raisons multiples, oui. Pas seulement dues aux aventures filiatresques, comme vous dites dans votre livre. Oui, cette chère Denise. Cette chère Denise, à qui on doit quand même beaucoup. Et que j'adore aussi, hein, c'est sûr. Mais après ça, après cette période-là, vous avez décidé de quitter le cinéma, puis je vous ai entendu raconter en disant, ben, aujourd'hui, il y a trop de monde là, qui se mêle de ça. Expliquez-nous. Oui, ben, c'est que, d'abord, il y a beaucoup de moyens techniques qui font que chacun peut s'approprier un petit peu du travail de l'autre. Si on enregistre, par exemple, notre musique est enregistrée sur plusieurs pistes, ben, le mixeur peut arriver et enlever des instruments. On peut modifier la bande sonore. Moi, ça ne m'intéressait plus. À un moment donné, ces choses-là m'intéressent. Quelque chose qui vous enlevait votre prérogative de compositeur. Mais de toute façon, je crois aussi que j'avais fait mon tour de jardin. Quand on a fait 60 musiques de films au Québec, on a fait son tour de jardin. Oui. Mais il y a quelqu'un qui vous a ramené au cinéma en 2013. Oui. Puis, en fait, elle a réussi, c'est Léa Poul. Oui, Léa Poul. Je dis, vous avez travaillé avec les plus grands La Passion noms. d'Augustine. Oui, avec La Passion d'Augustine. Puis, vous avez dit, s'il y a quelqu'un qui devait faire cette musique-là, c'est bien moi. Parce qu'elle, non seulement, elle vous ramenait, vous avez accepté de revenir au cinéma, mais à ce moment-là, c'était surtout un retour vers votre propre enfance. Oui, parce qu'elle me ressemblait. J'ai accepté ça. Bon, c'était sympathique, mais en même temps, c'était un film qui me ressemblait. Ça racontait un peu l'histoire que j'ai connue. Je demeurais en face d'un couvent de religieuses. Je faisais des improvisations, il y en a là-dedans. Et ça a été... Vous avez assisté au cours des jolies filles avec les jolies tresses qui allaient prendre leur leçon de musique. Exactement, pareil. Donc, et c'est ce qui se passe dans le film de Léa. Donc, c'est avec plaisir que j'ai fait ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a quelque chose que je veux absolument... moi, en parcourant ça, là, puis le livre et tout ça, il y a une bande sonore. J'ai eu l'impression... Si je devais résumer François Dompierre, je dirais qu'il a écrit, en quelques décennies, la bande sonore du Québec. C'est un peu ça. C'est chouette que vous me disiez ça. Mais vraiment, j'ai eu cette impression-là. Et la journée où j'ai pensé à ça, je faisais un peu de recherche vidéo et musicale pour nos extraits. Et là, je suis tombée sur quelque chose qui illustre vraiment ce que je veux dire.
qui pourtant est au début pas mal de votre carrière, mais quand même. Alors, on écoute l'extrait et j'espère qu'on a la vidéo, je pense que c'est un extrait vidéo qu'on va voir. On est 6 millions, faut se parler du travail de nos mains, de ce qu'on fera demain. Faut se parler. Ça résume la bande sonore des Québécois, ça. Écoute, Ça, c'est la rencontre avec Jacques Godbout, ça. Jacques Bouchard. Avec Jacques Bouchard, oui, c'est ça. Jacques Bouchard, qui est le père de la publicité québécoise. Tout à fait, de la Il publicité sociétale aussi. Il a rapatrié notre butin. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, oui, lui aussi, c'était fantastique de travailler avec cet homme-là. Vous en avez fait pas mal de pubs quand même. Ah oui, j'ai fait... quasiment 20 ans. Oui, entre 1968 et 1982, j'ai dû en faire... je travaillais avec Jean-Jacques Streliski, avec Yves Gougou, avec tous ces gens-là. Les gros bons oui, là, je parle de notre rue Madison à nous, là. Et puis, oui, exactement, avec Jacques Bouchard. Donc, tout à fait. Et d'autres. Hein, et c'est resté une référence parce que la plupart des gens de mon âge réfèrent à la population du Québec. Ils partent à 6 millions, puis là, ils rajoutent une couple de millions avec les années qui ont passé. Oui, c'est ça. Mais ça va toujours rester l'étalon de base. C'est exactement. Maintenant, on est 8 millions. Il faudrait chanter un couplet en vietnamien, un couplet en arabe. Il faudrait le multiplier. Et c'est merveilleux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme le sous-titre de votre autobiographie, c'est le récit d'une vie multiple, et vous étiez homme multiple, je le disais, pluriel, avec beaucoup de S. Vous avez aussi porté le chapeau d'animateur pour le plus grand bonheur des auditeurs de Radio-Canada sur Ici Musique pendant 12 ans. Je pense qu'on vous voit dans votre studio là, des détours de Dompierre. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé ça? Quel plaisir, au pluriel, y avez-vous pris? Oui, j'ai adoré ça encore là parce que je suis quelqu'un qui partage. Moi, c'est ce que je disais. Alors, je racontais une histoire, je jouais du piano, puis je disais, bon, aimez-vous ça? C'est le fun, là, on a du plaisir ensemble. Voilà, c'est un peu... Ça a été ma vie, dans le fond. J'ai commencé ça dans le salon de mes parents quand j'avais 4 ans, puis j'ai continué. Hein. C'est ce que je fais avec vous encore aujourd'hui, de toute façon. Très généreusement. Ouais. On va être obligé de s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20 qu'on tient aux gens. Que diable? On a de la jasette. Et on n'a pas eu le temps de parler de votre passion pour la marche, et de bien d'autres choses, de votre passion pour les odeurs. Vous êtes comme moi. Vous cherchez les odeurs et c'est évocateur. Oui, absolument. On pourrait faire une émission là-dessus. Ah, tout à fait. Mais je me promets une chose, si je refais une émission avec vous, il y aura un piano dans la pièce. Ça, oui, ça, je me promets ça. Alors, un grand merci pour cette générosité. Merci, Françoise. Vraiment. Ça a été extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié à la maison à la fois les extraits et les belles histoires que nous racontait M. Dompierre. On va terminer la soirée par nos tirages. Je ne sais pas si Julie est prête. Oui, alors on va y aller avec un premier. Alors, c'est toujours le tirage de la biographie de M. Dompierre. Donc, Amour, délices et orgue. Et tout ça est au pluriel, comme la vie de M. Dompierre, comme son œuvre, etc. Donc, le premier gagnant... Masculin singulier, féminin pluriel. Féminin pluriel. Ah, ça, c'est cute, ça. Deux ex-conjointes et une conjointe actuelle. Oui, c'est ça. Oui. Avec qui vous êtes toutes restées amies. C'est beau de voir ça, quand même. Alors, le premier gagnant de notre soirée, le premier gagnant pour ce 3 tirages. Alors, Mme Mireille Arvidet, vous méritez... Pardon? Arvidet. Oui. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Je recommence. Madame Mireille Arvidet. Arviset. Ah, alors je suis vraiment dure de la feuille. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir massacré votre nom, madame. Alors, Madame Arviset. Alors, vous méritez. N'oubliez pas d'aller sur Messenger, sur notre page Facebook pour nous donner vos coordonnées. Deuxième gagnant. Danielle Barrette. Monsieur ou madame? Madame Danielle Barrette. Alors, félicitations. Et notre troisième et dernier gagnant de la soirée? Mario Monfette. Répète, s'il vous plaît. Mario Monfette. Alors, Monsieur Mario Monfette. Alors, félicitations à tous nos gagnants.
Gros merci à François Dompierre pour cette généreuse entrevue. Merci à Production Lopez pour la caméra, le son en studio. Merci pour la régie à Nomade Amoureux qui est quelque part au Mexique. Merci à Julie Chaumont, notre chef de pupitre qui s'occupait des internautes pendant cette soirée. Merci infiniment à l'équipe du Montréal Cowork qui nous reçoit comme des princes à chaque fois. Il me reste, moi, merci aux éditions La Presse, mais surtout merci à vous d'avoir été là, nombreux. Toujours un plaisir de savoir que vous nous écoutez. Consultez notre site web, suivez-nous sur Facebook, faites like sur notre page, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.